Oui, j'ai vu tous les films sauf le dernier. Je ne connaissais pas et j'étais frappé à la fin par la phrase déjà, la maison noire. Mais en fait, quand on a commencé aujourd'hui à voir ces films, et à cause de l'introduction, je ne pensais qu'à la boucle avant tout, la boucle, le mouvement circulaire. Et je ne m'arrêtais pas de penser que cette boucle, c'était la boucle fondatrice du cinéma, d'une certaine manière. C'est-à-dire la boucle, quand on projette aujourd'hui, si on veut les projeter, parce qu'on n'était fait pas pour ça, les images de Moïse et de Jumarin, la boucle du kinectoscope, la boucle surtout dans des sujets les plus répétés dans les films primitifs qui étaient la danse serpentine. Et au fur et à mesure, je voyais la boucle dans tous les films, mais ce que je ne m'attendais pas, c'était à la fin, quand on dit la maison noire, je ne pouvais pas m'empêcher de penser encore une fois à ça, à la maison du cinéma. C'est-à-dire à ce noir où on a commencé à danser, parce que c'est comme une danse dans le noir, le cinéma, dès le départ. Une danse des morts, une danse dans le noir, quelque chose qui vient de là. Mais j'avais déjà vu le film de Maria Kokout et une des choses les plus, à part la scène de la danse qui m'a obsédé complètement, ce paradoxe entre son visage et cette apparente inexpressivité de son visage et le mouvement. Mais il y a une autre chose qui m'avait bouleversé, c'était le trou noir dans le film, le grand trou noir qu'il y a à un certain moment. Et je pense que la fin du film iranien, l'idée du noir revient à une idée semblable. C'est-à-dire, encore une fois, que ce trou noir est comme une espèce de l'autre côté essentiel de ce mouvement. Comme si le vide noir, c'était aussi noir. Et donc, à la fin, je me disais, mais c'est un programme sur le cinéma. Très simplement. Donc, la boucle est noire. Ça nous dit tout ça. Merci beaucoup. Vous dites plus, oui, vous dites beaucoup là. Alors, avec la question de la boucle, on revient à la question du rythme. Puisque dans tous ces mouvements, y compris dans le film de Manuel de Oliveira, avec qu'est-ce que c'est beau ça. Bon, est-ce que quand quelque chose tourne comme ça, hein, est-ce que ça revient au même? Pas exactement dans le film de Manuel de Oliveira, puisque il y a le vent, donc ça tourne comme ça, et puis ça tourne comme ça, tout à coup. Donc il y a la répétition, comme on le sait depuis de grands philosophes comme Nietzsche ou Deleuze, ne va pas sans différence. Il y a toujours ce jeu de la différence. Alors, dans Serpentine, ce grec qui semble sorti de, je sais pas, d'une banque triste comme ça, qui se met à danser, ça fait partie d'un film de fiction qui s'appelle L'Ogre d'Athènes, et dans les secondes qui vont suivre, il va se faire tuer d'un coup de couteau, parce qu'on croit qu'il a violé une femme, ce qui n'est pas vrai. Voilà, c'est un homme qui devient, étranger à toute sa communauté, alors qu'il est totalement innocent, et il va danser avec eux juste avant de mourir. Alors il danse, il tourne, voilà. Ninetto
il tourne autour des poteaux, il danse il tourne avec sa liberté absolue et quelque chose de l'ordre de l'indifférence. Et là, dans les discussions qu'on a avec João Mario Grillo dans notre séminaire, il y a cette idée qui apparaît, disons, avec nos vocabulaires différents. C'est par exemple, pensez à Eisenstein, là, vous savez, la centrifugeuse du lait là, dans la ligne générale. En fait, tu tournes, ça revient au même, mais si tu tournes un peu vite, ça se met avec la force centrifuge, ça se met à créer une nouveauté absolue. Voilà l'enjeu. Dans le vocabulaire de João, c'est l'idée que, enfin, tu pourrais mieux en parler, que le cinéma est la création d'un accident. C'est comme ça que tu t'exprimes dans les jours en ce moment. Donc, il y a cette chose-là. Aussi, j'étais très sensible à la première question. À cause de la douleur. Il y a un texte, je reviens à l'écran noir. Il y a un texte absolument sublime de Gershom Scholem, écrit, je crois, en 1918, et qui a beaucoup influencé Walter Benjamin. C'est un texte dans lequel il a l'hypothèse que la forme fondamentale de la poésie, c'est la lamentation. Et tout simplement, la répétition, donc il analyse notamment le texte de Jonas dans la Bible, mais si on prend d'autres études plus récentes, comme les études de Nicole Laureau sur la plainte des mères tragiques dans la tragédie grecque, aïe, 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 bon voilà, ça tourne comme ça, c'est la douleur, et puis le aïe, 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 il donne un chant flamenco, ou il donne un fado, ou il donne un rebetiko, ou il donne un poème de James Joyce, ou enfin, il peut donner beaucoup, ou il donne un soulèvement politique, ou il donne un cri de colère. Donc, la boucle elle-même est productrice de nouveautés. Et je suis en train de lire Castoriadis là, à Lisbonne. Et il ne parle que de nouveautés. Il oublie de dire qu'il faut d'abord une boucle. Il faut d'abord un retour disons, dans la chair du temps, y compris passé, pour que ça arrive. L'écran noir, oui, en effet, ça m'a frappé ce soir, qui est aussi bien dans le film de Maria Corcuta que dans le film de Farouk Saad. Tout à coup, on est attiré dans le... Je sais pas, c'est vraiment un gouffre à ce moment-là. Dans le film de Maria Corcuta, c'est relativement plus clair, dans le sens où on passe d'une dimension, je dirais, très simplement. Au début, avant ce noir, ce sont des extraits de films de fiction, et après, ce sont des films ethnologiques. D'ailleurs, sur le village dont elle est originaire. Elle n'a pas osé le dire, mais moi je le sais. Voilà, donc, il y a. Mais dans le film de Farouk Saad, en effet, on est comme. Et ça, c'est une opération de pure poésie visuelle, parce qu'il y a l'enfant qui court, ensuite il y a l'homme avec la béquille, tout devient noir, et ensuite il y a la formule poétique par excellence, et qui est pourtant presque rien, la maison est noire. Bon, ça, pour moi, c'est un très grand film, ce film. L'unique film d'une femme poète. Je n'ai pas encore compris si les poèmes qu'on entend, ce sont des citations de poèmes mystiques très anciens ou ses propres poèmes. Je n'ai pas trouvé
Ce qui est déjà intéressant, parce qu'on ne sait pas vraiment... Alors, attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Excusez-moi. Je suis frappé en tant que Français. Je dis ça en tant que Français. En tant que Français, et avec mon éducation française, je peux dire que je ne connais presque aucun poème par cœur. À l'école, on parle de la poésie, tout ce que vous voulez, mais je suis frappé par le fait que ma mémoire personnelle, et je ne suis pas le seul, hein, il y a très peu de place pour des poèmes que je pourrais dire. Et que le poème en France est la poésie est un acte de livre, c'est un livre. En plus, depuis Mallarmé, c'est vraiment la question de la page. Or, je suis frappé, j'ai des amis, notamment andalous, j'ai des amis iraniens, j'ai des amis grecs, et alors tous ces gens connaissent des milliers de poèmes par cœur. Voilà, ça c'est un fait de civilisation. Je pense que dans les générations de mes grands-parents, par exemple, les gens connaissaient très bien Victor Hugo, mais maintenant, les gens de mon âge, on connaît quelques poèmes de Baudelaire ou de Rimbaud, mais je ne peux pas vous dire un poème de Mallarmé, malheureusement. Aboli, bibelot, dynamité sonore. Bon, bref, en tout cas, je veux dire, pour un Iranien, il est clair que faire du cinéma, écrire un poème ou jouer du saz, c'est pareil. Voilà. Ou faire de la philosophie. C'est presque un mouvement de sauvetage, parce qu'on risque de perdre par l'exactation des images du film, de ce qu'elle raconte, le pouvoir, je dirais, je peux briser le pouvoir symbolique du film de Man Ray et de la figure même d'Edouard de Mer, lui qui reprend cette forme circulaire très très en avant. C'est 1928. Et c'est une forme que je vois très bien partout, parce que c'est pas seulement une géométrie. Parce qu'on filme l'Edouard de Mer comme un être vivant qui se met sur les pierres. Moi, je vois ça dans le film iranien. C'est une figure de la corruption. Quelque chose qui peut aller, si elle n'existe pas, peut aller devant. Ça peut aller. Et donc, il y a une espèce d'antithétisme par rapport au cinéma qu'on a l'habitude de voir dans la salle, de voir toujours dans une direction de lumière. Et cette figure, je dirais presque lépreuse, sublime, parce qu'il y a une espèce de sublimité dans la maladie, et qui nous oblige à rester dans le même point, en pulsation. On parlait, juste avant la conversation, on parlait d'un film de ce qu'à mon avis est le seul vrai poète portugais du cinéma, qui est António Reis. Et c'est un film qui s'appelle Jaime, et dont il pourrait être ajouté à ça, parce que aussi oui, c'est un film marqué par cette idée de sécularité, qui est beaucoup liée aussi à la géométrie des hôpitaux psychiatriques, panopticon circulaire. Et donc, je voulais seulement rappeler cette idée que le film de Man Ray met complètement en scène le précipice du cinéma, qui est de ne pas aller trop loin, d'être obligé à rester dans une circularité abrasive, ou
à certains spectateurs, c'est foireux. Moi, j'ai vu la programmation comme un flux dominé par cette idée dans certains types de spectateurs poétiques. Ce n'est pas seulement les films qui sont poétiques, c'est pas seulement le cinéma comme poésie, c'est quelque chose qui touche aussi la formation du spectateur et la façon dont on peut être dans cette salle. Comme dans l'épreuve de Foro ou Kiki de Montparnasse dans un play, donc hébergé par cette nouvelle forme d'être dans la vie et d'être dans l'art. Merci beaucoup de ce que tu dis et ça me fait penser à une chose, c'est que dans l'étoile de mer, l'étoile de mer est alternativement vivante et morte. D'ailleurs, s'il s'est fait appeler Man Ray, c'est pour plein de raisons, mais l'une, probablement, c'est lié à Marais, puisque je sais que vous aimez beaucoup Marais. Et Marais a justement filmé, en chronophotographie plutôt, les mouvements de la vie de l'étoile de mer. Donc l'étoile de mer, quand elle bouge, elle est exactement, évidemment c'est pas Dionysos, mais elle danse. Elle danse. Et d'ailleurs il y a un texte absolument magnifique de Paul Valéry, non, d'abord de Mallarmé, repris par Paul Valéry. Mallarmé dit « La danseuse n'est pas une femme qui danse, pour la raison que ce n'est pas une femme et qu'elle ne danse pas. » Et en fait, il s'agit là non pas d'une étoile de mer, mais d'une méduse, tu sais, dans la mer, qui est pour Valéry aussi le paradigme de la danse. La méduse, c'est la danseuse absolue. Donc l'étoile de mer aussi. Mais quand elle apparaît sèche, bien plus belle dans un sens. Quand elle est sèche, elle est belle, disons formellement. Elle a une forme qu'on peut saisir. Quand elle vit, c'est plus compliqué. Elle est tout, elle est belle, elle est si belle. Si belle, c'est une déesse assez menaçante hein, aussi. Voilà. Voilà. Et ça fait... C'est un rapport avec ce que tu dis, je crois. Non, pas tout à fait. Oui, oui, c'était. Il y a... Un peu comme la maladie à la fin. Donc on ne voit pas la maladie. C'est quelque chose qui est à l'intérieur des problèmes. On ne voit pas ça. Et cette maladie pourrait être une étoile de mer. Pourrait avoir la forme. Cette étoile de mer qui se met sous les pieds. C'est terrible. Elle bouge. Voilà, ça me fait peur. Le poète Raymond Roussel disait qu'il avait une étoile au front. Et en fait, il était psychotique. Il était soigné par Pierre Janet. Quand il disait j'ai une étoile, ça veut dire j'ai une maladie. Microfono. Moi, je voudrais bien ajouter quelque chose par rapport au film de Manuel d'Oliveira, pour revenir aux fantômes et à la question de la circularité, de boucle, etc. Parce que, en fait, c'est un film, je dirais, doublement fantomatique, voire même plus. D'abord, le rapport avec l'expressionnisme allemand est plus ou moins évident, notamment Traher, par exemple. Ensuite, il a cette figure qui marche vers la fenêtre, contre la lumière. Le film se finit
sur un plan noir aussi, on entend le texte, etc. Mais ensuite, c'est aussi un film fantomatique, parce que c'est un film dont les images datent, je dirais, des années 50, et donc les images étaient perdues, on les a retrouvées en 2001, mais entre-temps, Manuel Dorival a fait un autre film sur un autre écrivain qui est Camille Casablanca, et il y a plusieurs images qu'on retrouve dans ce film qui a été fini qu'en 2008, déjà dans cet autre film qui a été fait en 1992, notamment La Roue, notamment Les Pins avec le vent, et aussi cette image incroyable de la fenêtre. Et là, c'est encore plus marqué du côté expressionniste. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, quand il fait ce film qu'on a vu aujourd'hui, à partir des images des années 50, il a déjà fait cet autre film des années 92. Donc ce sont des images fantômes à travers lesquelles qu'on utilise pour faire un film qui dialogue avec un autre film qui avait été fait avec ce souvenir, j'imagine, de ces images, notamment de La Roue. Donc là, la question de la circularité, ça aboutit quand même à une dimension autre, c'est-à-dire aussi du côté de l'autocitation ou alors de la mémoire simplement. Ensuite, il faut dire aussi que cette figure qu'on voit dans les images, c'est-à-dire José Reg, il est vraiment, qui était déjà mort, là, il est mort en 69, si je ne me trompe pas. Donc lui aussi, il est une sorte de fantôme pour toute l'œuvre d'Oliveira en ce qui est de son orientation envers la littérature. Donc c'est vraiment, je vois très très bien le lien avec donc les autres films. Donc voilà, c'était ça. Et plus la vague, qui est aussi une, disons, une forme et une force naturelle qui est en boucle, une boucle qui produit des différences et des catastrophes et des accidents, parce que une vague qui tape contre une falaise, un jour la falaise va tomber. La vague, elle a la puissance de sa répétition. La vague qui est un des objets fondamentaux disons, de la saisie du mouvement dans l'art du XIXe siècle. Courbet, les photographies de vagues, et bien sûr Albert Londres, et donc Marais, bien sûr, qui a fait un film sur les vagues. Donc, la question du cinéma, la question des vagues, tiens, ce serait une belle programmation, ça, une soirée entière sur les vagues. Je dois dire, vous savez, je dois dire que j'ai vu la session comme si c'était un seul film et pas 5 films. C'est pas comme une collection, mais comme un seul film. Et tout d'abord, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y a pas de borne précis. On dit à soi-même, ce film, c'est un film français, c'est lui approprié, c'est le Portugal ou l'Italie ou quoi que ce soit. Ce que j'ai vu, c'est un film sur cette longue Méditerranée qui va du Portugal jusqu'à l'Inde. Par exemple, avant de Pasolini pouvait être Bombay. Et cet asile pouvait être au sud du Portugal, par exemple. Et toute votre référence ce soir sont connectées avec la Méditerranée. Est-ce un accident? Je pense que c'est plutôt un inconscient. La Méditerranée, ce que
que j'ai dit tout à l'heure était déjà en lien avec ce que vous avez senti, ce que j'ai dit sur la poésie orale, disons, la poésie en tant que culture véritablement populaire. Donc, Méditerranée. Méditerranée, c'est aussi ce autour de quoi tout le travail de Avi Warburg tourne, c'est-à-dire c'était déjà beaucoup à l'époque où il travaillait de dire qu'en fait, pour comprendre un artiste de Ferrare en Italie au XVe siècle, il fallait connaître ce qui s'était passé à Bagdad au Moyen-Âge chez les astrologues arabes. C'était déjà beaucoup. C'était pas les études postcoloniales aujourd'hui, c'était pas jusque-là, mais c'est grâce à lui que des choses comme ça ont pu être pensées. Je veux dire par là que la plus belle chose que peuvent nous donner les images, c'est de migrer. C'est d'être des immigrés, des émigrés, des immigrés, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les images migrent. Je suis très content que vous ayez vu la Via Nazionale de Rome comme Bombay. Parfait, parfait, parfait. Et cette migration des images, c'est très très important, y compris politiquement. Très important.